Le respect ne se mendie pas, il s'impose par la façon dont tu vis. Un homme n'obtient pas l'admiration d'une femme par ce qu'il promet ou ce qu'il offre, mais par la fermeté avec laquelle il fait face à la vie. Elle ne respecte pas celui qui se plie pour plaire, elle respecte celui qui se maîtrise avant d'essayer de dominer le monde. Car le véritable attrait ne réside pas dans les flatteries vides ou dans l'attention désespérée, mais dans le calme que l'on maintient lorsque tout autour s'effondre, dans la discipline qui guide chaque décision et dans la cohérence qui ne se négocie avec personne. Un homme qui sait dire non sans peur, qui ne poursuit ni n'implore l'attention, qui dirige avec un but et non avec des caprices, devient quelqu'un qui inspire naturellement le respect. Il n'a pas besoin de masquer l'insécurité par des gestes grandioses, ni de tomber dans le jeu de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Sa force réside dans son autocontrôle, dans la sérénité qu'il projette et dans la clarté d'un chemin qu'il suit avec détermination. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre comment plaire, elle cherche à te montrer comment te transformer en un homme qui n'a pas besoin de demander de la reconnaissance, car il la génère par sa simple présence. Ici, tu comprendras que la clé est de maîtriser tes émotions, de construire un caractère solide et d'établir des limites qui protègent ta dignité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ne changera pas seulement la façon dont les femmes te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. 1. Le pouvoir de dire non sans peur. Un homme sans la capacité de dire non est comme une rivière qui déborde. Son eau coule dans n'importe quelle direction, nourrit ce qu'elle ne devrait pas et finit par perdre sa force. Quand tu ne sais pas refuser, ton énergie, ton temps et ton respect se diluent dans des engagements inutiles, dans des faveurs qui ne sont jamais rendues et dans des concessions qui ne montrent que de la faiblesse. Un homme qui a peur de dire non, tôt ou tard, devient l'esclave des attentes des autres, et pire encore, l'esclave de l'approbation de la femme qu'il cherche à impressionner. Le respect se perd au moment où elle remarque que ta parole est malléable, que tes limites s'effondrent dès qu'une pression est exercée sur elle. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est la manière de montrer que ta vie a une direction et que tu n'es pas prêt à dévier pour n'importe quel caprice externe. Quand un homme répond par un oui automatique, ce qu'il transmet n'est pas de la générosité, mais de la peur de la confrontation et de la dépendance de l'acceptation d'autrui. La femme respecte celui qui sait fixer des limites, car ces limites sont le reflet de son caractère et de la clarté avec laquelle il défend son but. Elle comprend que derrière chaque non prononcé avec calme et fermeté, il y a un homme qui se valorise lui-même. Pour éviter de tomber dans l'erreur de toujours céder, le premier conseil est d'identifier tes priorités. Si tu ne sais pas ce qui est vraiment important pour toi, tu finiras par accepter n'importe quoi juste pour éviter de déranger. Pose-toi la question, est-ce que cela contribue à mon objectif ou m'en éloigne-t-il? Si cela n'ajoute rien, la réponse doit être non, sans besoin de justification excessive ni de longues explications. Ton non vaut plus quand il est simple et ferme, il n'a pas besoin d'ornement. Le deuxième conseil est de pratiquer l'inconfort. Dire non ne sera jamais facile, surtout si tu as passé des années à plaire. Commence par les petites choses, refuse les faveurs qui te volent du temps, évite les engagements sociaux qui ne t'intéressent pas, établis des horaires intouchables pour toi. La pratique te renforcera et avec le temps, ton refus cessera de se sentir comme une culpabilité et deviendra une habitude naturelle. Le troisième conseil est de prendre soin du ton. Il ne s'agit pas de crier ou de paraître agressif, il s'agit de parler avec sérénité. Un non dit avec calme pèse plus que 1000 excuses dites avec nervosité. La femme perçoit cette sérénité comme de la sécurité, et la sécurité génère toujours du respect. Souviens-toi que ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le soutiens. Si tu doutes, si tu te justifies trop, ton non perd de la valeur. Mais si tu le soutiens avec fermeté, ton non devient un rappel que tu es le maître de ta vie. Le quatrième conseil est de ne pas négocier ta dignité.
Ne dis jamais oui à quelque chose qui compromet ton intégrité, tes valeurs ou ta paix intérieure. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable par peur de perdre quelqu'un, celui qui se perd vraiment, c'est toi. Le respect ne s'obtient pas en étant flexible jusqu'à se briser, mais en étant ferme même dans l'inconfort. Le pouvoir de dire non est le début de la maîtrise de soi. C'est le premier signe que tu n'es pas prêt à donner ton énergie à n'importe qui, ni à te soumettre à ce qui ne te représente pas. L'homme qui apprend à dire non sans peur cesse d'être une rivière qui déborde et devient un cours d'eau solide qui dirige ses eaux là où il veut que sa vie fleurisse. Cet homme n'a pas besoin de plaire pour être respecté, car sa seule cohérence parle pour lui. 2. Le calme qui impose le respect. La mer en pleine tempête emporte les bateaux, détruit les côtes et laisse derrière elle le chaos et la peur. Cependant, lorsqu'elle retrouve son calme, elle révèle toute sa grandeur. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de force, mais le contrôle absolu de celle-ci. Il en va de même pour l'homme qui apprend à contrôler son intérieur. Il ne gaspille pas son énergie dans des explosions inutiles. Il la réserve pour les moments où elle vaut vraiment la peine. Ce calme impose le respect, car il transmet qu'il ne dépend pas des circonstances pour garder le contrôle, que la tempête peut rugir à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de lui existe un centre inébranlable. Beaucoup tombent dans le piège de croire que réagir avec des cris, des nerfs ou de la colère est un signe de caractère, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Montrer du désespoir, c'est montrer de la fragilité. Chaque explosion incontrôlée dit au monde que vos émotions sont vos maîtres et que n'importe quelle situation peut vous emporter. Et si une femme perçoit que vos émotions gouvernent vos actes, ce qu'elle trouve n'est pas de la fermeté, mais de l'insécurité. Pour construire ce calme, la première étape est de maîtriser l'instant avant de réagir. Ce moment où le sang bout et la bouche s'ouvrent pour répondre est votre opportunité de décider qui a le contrôle, vous ou l'émotion. Respirez profondément, gardez une seconde de silence et ensuite agissez. Cette brève pause est ce qui sépare l'homme respecté de celui qui regrette plus tard. Chaque fois que vous parvenez à maintenir cette pause, vous renforcez l'image de quelqu'un qui ne se brise pas facilement. La deuxième clé est de former l'esprit tous les jours. Le calme ne s'improvise pas, il se forme comme un muscle. Méditer en silence, écrire vos pensées ou même exercer votre corps sont des moyens de canaliser l'énergie pour qu'elle n'explose pas de manière chaotique. La discipline quotidienne devient la base de la sérénité. Beaucoup gaspillent leur énergie dans des discussions inutiles juste pour prouver qu'ils ont raison. Ce besoin de s'imposer révèle plus de faiblesse que de force. Le calme qui impose le respect n'est pas une fuite, c'est une sélection. Gardez le silence face à ce qui est trivial et parlez fermement seulement sur ce qui est important donne du poids à vos paroles. Une femme perçoit la différence entre celui qui discute de tout et celui qui parle peu, mais avec autorité. Le quatrième point se trouve dans votre langage corporel. La sérénité se voit autant qu'elle s'entend. Marcher sans hâte, maintenir le regard sans nervosité, parler d'un ton stable et posé sont des signes qui transmettent la sécurité. L'anxiété se trahit par des mouvements brusques, des voix tremblantes ou de l'impatience. Le calme dans votre corps renforce le calme dans votre esprit et projette le respect même sans besoin de mots. Être tranquille ne signifie pas permettre des abus ni être passif. Le vrai calme est le contrôle conscient de la force. La femme respecte celui qui sait se contenir, mais qui agit aussi avec décision lorsque la situation l'exige. La sérénité est une force contenue, une force qui n'a pas besoin d'exploser pour se faire sentir. L'homme qui garde son calme au milieu du chaos montre que son pouvoir ne dépend ni de l'opinion des autres, ni de la pression extérieure. Ce calme silencieux le transforme en une présence ferme, quelqu'un qui inspire confiance et sécurité. Comme la mer après la tempête, sa sérénité révèle qu'en lui existe une grandeur qui n'a pas besoin de bruit pour être respectée. 3. Un but plus fort que n'importe quel désir.
La boussole ne se laisse jamais distraire par les lumières du chemin. Elle pointe toujours vers le nord, peu importe les distractions qui apparaissent autour. Cette constance est ce qui donne un sens au voyage, car sans un cap fixe, même le navigateur le plus habile finit par se perdre. Il en va de même pour un homme. Lorsqu'il vit guidé par un but solide, ses pas transmettent une direction et une force, mais lorsqu'il se laisse emporter par des désirs momentanés ou des caprices étrangers, il devient facile à manipuler. La femme perçoit immédiatement cette différence, car celui qui a un cap inspire confiance et respect, tandis que celui qui n'en a pas ressemble à un bateau à la dérive qui cherche l'approbation à chaque port. L'absence de but transforme beaucoup d'hommes en prisonniers de la validation. Ils se lèvent sans clarté, improvisent leurs objectifs et laissent n'importe quelle impulsion les contrôler. Ils cherchent à plaire avec des cadeaux, avec une attention excessive, avec des gestes désespérés, mais ce qu'ils montrent en réalité, c'est le vide. Le respect naît lorsqu'elle voit que ta vie ne tourne pas autour de son approbation, mais qu'elle est guidée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le premier conseil pour construire ce but est de te connaître avec une brutalité honnête. Demande-toi ce qui motive vraiment ta vie, quelles sont les valeurs que tu n'es pas prêt à négocier et quels sont les objectifs qui valent ton effort quotidien. Sans cette clarté, n'importe quel désir sera suffisant pour te distraire. La femme respecte l'homme qui sait ce qu'il veut, car cette connaissance le rend stable et sûr, quelqu'un qui ne se perd pas dans le superficiel. Le deuxième conseil est d'établir des objectifs qui vont au-delà du plaisir immédiat. Celui qui vit seulement pour satisfaire des désirs momentanés montre qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même. Le respect se gagne lorsque tes décisions révèlent que tu penses à long terme, que tu travailles sur des projets et des objectifs qui nécessitent de la discipline. Investir dans ton développement personnel, dans ta carrière, dans ta force physique et mentale montre que ton énergie est au service de quelque chose de plus grand que n'importe quelle impulsion passagère. Le troisième conseil est d'apprendre à sacrifier ce qui est attrayant mais inutile. Tout ce qui brille n'apporte pas à ton but. La capacité à renoncer à ce qui ne s'ajoute pas montre une force qui est perçue immédiatement. La femme respecte l'homme qui sait choisir, celui qui dit non aux distractions tentantes pour rester sur le chemin de ce qui compte vraiment. Cette capacité à prioriser est un signe de maturité et de maîtrise personnelle. Le quatrième conseil est de démontrer par des actions, pas par des mots. Il ne sert à rien de parler d'objectifs ou de rêves si tes actes quotidiens contredisent ce que tu dis. La cohérence entre ce que tu déclares et ce que tu fais est la base du respect. Un but se révèle dans la façon dont tu vis, pas dans la façon dont tu parles. La femme admire celui qui tient avec discipline ce qu'il promet, pas celui qui change de direction chaque fois qu'une nouvelle tentation apparaît. Le cinquième conseil est de comprendre que ton but ne doit jamais dépendre d'une autre personne. Le partager est valable, mais jamais le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Si ton cap est défini par ce qu'elle approuve ou désapprouve, tu as déjà perdu l'autorité. Le respect naît lorsque ton but est si fort que rien d'extérieur ne peut le briser. Cette indépendance te rend attrayant, car elle voit en toi quelqu'un qui se gouverne et n'a pas besoin de demander la permission d'être qui il est. 4. La valeur de ne pas chercher l'attention. L'ombre suit toujours celui qui marche, mais elle ne respecte jamais celui qui essaie de l'atteindre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne, et quand tu arrêtes de la chercher, elle reste naturellement derrière toi. C'est ainsi que fonctionne l'attention. Elle fuit celui qui la supplie, mais accompagne celui qui se concentre sur l'avancement sans dépendre d'elle. Un homme qui court après les regards, les éloges ou la reconnaissance devient prévisible, manipulable et faible. La femme le perçoit immédiatement, car personne ne respecte celui qui supplie pour ce qui devrait arriver seul. L'erreur de beaucoup est de croire que l'attention est synonyme de valeur. Ils publient chaque détail de leur vie pour être vus, exagèrent les gestes romantiques pour être approuvés, s'efforcent d'être le centre d'une conversation. Mais cette recherche désespérée reflète un vide.
Plus tu insistes pour être remarqué, plus tu transmets l'insécurité. Le respect naît de l'indépendance, de la capacité à montrer que ta vie a sa propre direction, même si personne n'applaudit. La femme ne respecte pas l'homme qui implore l'attention. Elle respecte celui qui démontre qu'il n'a pas besoin d'elle pour se soutenir. Le premier conseil pour éviter ce piège est de comprendre que l'attention est un effet, pas un objectif. Si ton but est d'être vu, tu finiras toujours par dépendre de l'extérieur. Mais si ton but est de grandir, de t'améliorer, de construire et d'avancer, l'attention viendra d'elle-même. Travaille sur toi-même, renforce ton corps, ton esprit et tes compétences, et tu verras que le monde commence à regarder sans que tu aies à élever la voix. L'attention qui est gagnée par le mérite réel est beaucoup plus puissante que celle qui est demandée par des actes désespérés. Le deuxième conseil est d'éliminer la validation comme nourriture quotidienne. Beaucoup d'hommes vivent en attente de leur téléphone, espérant un message, une réaction sur les réseaux sociaux ou un signe d'approbation. Cette dépendance consomme de l'énergie et reflète un manque de contrôle. Change ton focus. Utilise ce temps pour des projets qui ajoutent à ta vie. Lorsque tu réduis ton besoin de validation, ta valeur se multiplie, car tu n'es plus esclave de ce que les autres pensent ou disent. Le troisième conseil est de prendre soin de tes actions en présence de femmes. Une erreur courante est de surcompenser avec des gestes excessifs, des faveurs inutiles ou des paroles vides, juste pour gagner de la sympathie. Ce comportement ne génère pas de respect. Il génère un confort momentané pour l'autre personne, mais sans admiration réelle. Apprends à donner à partir de l'abondance, pas à partir du besoin. Fais-le parce que tu le veux, pas parce que tu espères recevoir quelque chose en retour. Cette différence est immédiatement perceptible et transforme la façon dont tu es perçu. Le quatrième conseil est de cultiver le silence. Tout ne doit pas être partagé. Tout n'a pas besoin d'être exposé pour que les autres le reconnaissent. La discrétion crée le mystère et le mystère crée le respect. Moins tu cherches à être vu, plus tu suscites d'intérêt. La femme respecte l'homme qui n'a pas besoin de crier qui il est, car sa présence, ses actes et sa façon de marcher transmettent déjà un message clair. Celui qui parle moins et démontre plus sera toujours plus fortement rappelé. Le cinquième conseil est de maintenir ton attention sur ce qui compte vraiment. Arrête de gaspiller de l'énergie à essayer d'impressionner et concentre-toi sur ton but. L'attention véritable est gagnée lorsque les gens remarquent ta discipline, ta constance et ta capacité à avancer sans te distraire. 5. Les émotions sous ton contrôle, pas l'inverse. Le feu peut donner de la chaleur ou peut détruire une maison entière. Tout dépend de qui le manipule. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles sont de l'énergie pure. Mais si tu les laisses sans contrôle, elles ravagent ta vie, tes relations et ton respect. Une femme peut admirer la passion d'un homme, mais elle ne respectera jamais celui qui se laisse emporter par des impulsions qui le font perdre le contrôle. Parce que la force ne se mesure pas en cris, en accès de jalousie ou en explosion de colère, elle se mesure à la capacité de garder l'esprit ferme même lorsque le cœur brûle. L'erreur la plus courante est de penser que maîtriser ses émotions signifie les réprimer ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Cette attitude ne fait qu'accumuler jusqu'à l'explosion. Le véritable contrôle réside dans la reconnaissance de ce que tu ressens, mais sans permettre que cela décide pour toi. Lorsqu'un homme agit sous l'effet de la colère, de l'euphorie ou de la tristesse, il montre que sa volonté est faible. Le respect naît de la stabilité émotionnelle, de la sécurité que tu transmets lorsque ce que tu ressens ne te brise pas. Le premier conseil pour atteindre ce contrôle est d'apprendre à observer sans réagir. Lorsque l'émotion apparaît, ton premier instinct sera d'agir, mais c'est le moment où tu dois t'arrêter. Pose-toi la question, que se passerait-il si j'agissais maintenant? Que se passerait-il si j'attendais? Cette pause te permet de répondre avec logique plutôt qu'avec instinct incontrôlé. Chaque seconde que tu parviens à garder ta réponse sous contrôle renforce ton autorité interne. Le deuxième conseil est de former l'esprit avec de petits défis quotidiens.
Teste ta patience dans la vie quotidienne. Le trafic, l'attente, les imprévus. Si tu te débordes dans les petites choses, tu échoueras inévitablement dans les grandes. Contrôler les émotions est comme renforcer un muscle. Cela nécessite une répétition constante. Garder tout en silence absolu n'est pas de la force, c'est de la rigidité. Parler clairement, sans cri ni dramatisme, montre que tu maîtrises ce que tu ressens plutôt que d'être dominé. Dire « je suis contrarié par cela » avec sérénité impose plus de respect qu'une explosion de colère. L'homme qui sait communiquer ce qu'il ressent avec fermeté et calme démontre un niveau de contrôle que peu atteignent. Le quatrième conseil est d'identifier les déclencheurs. Nous avons tous des points faibles qui nous font réagir plus intensément. Une critique, une moquerie, un manque d'attention. Les connaître est la clé pour ne pas tomber dans le piège. Si tu sais ce qui te déstabilise, tu peux te préparer à y faire face avec plus de contrôle. Le respect se renforce lorsqu'elle voit que ce qui te déstabilisait auparavant ne te désarme plus, que tu n'es plus un esclave de tes vulnérabilités. Le cinquième conseil est de maintenir la discipline physique et mentale. Un corps épuisé et un esprit saturé sont un terrain fertile pour le débordement. Bien dormir, faire de l'exercice et maintenir des routines de clarté mentale comme la méditation t'aident à garder tes émotions sous ton contrôle et non l'inverse. La discipline ne renforce pas seulement le corps, elle ordonne aussi l'esprit et avec lui la stabilité émotionnelle. L'homme qui maîtrise ses émotions n'a pas besoin de démontrer sa puissance par des cris ou de la violence. Sa force réside dans sa capacité à garder le feu sous contrôle, à l'utiliser pour éclairer plutôt que pour détruire. Cette capacité projette de la sécurité et de la confiance, et c'est là que naît le véritable respect. Parce que la femme sait que si un homme peut gouverner ses émotions, il peut gouverner n'importe quel aspect de sa vie. 6. La cohérence qui définit ton caractère. Le pont qui résiste au passage du temps ne tient pas grâce à la peinture qui le recouvre, mais grâce à la solidité de ses piliers. Si ses fondations sont solides, chaque tempête passe sans le faire s'écrouler. Mais si elles sont remplies de fissures, tôt ou tard il s'effondrera. C'est ainsi que fonctionne la cohérence chez un homme. C'est le pilier invisible qui soutient son caractère. Il ne s'agit pas de ce qu'il dit en public, ni de ce qu'il promet dans les moments d'enthousiasme, mais de la façon dont ses actes coïncident avec ses paroles. Une femme peut écouter 1000 discours, mais ce qu'elle observe vraiment, c'est si ce que tu fais confirme ce que tu dis. L'incohérence détruit le respect plus rapidement que toute autre erreur. Dire que tu valorises ton temps et ensuite le perdre dans des distractions constantes, parler de discipline et être esclave de tes impulsions, promettre la fermeté et céder à la première pression externe, tout cela envoie un message clair. Ta parole n'a pas de valeur. Et lorsque la femme perçoit cette fissure, peu importe l'attrait de ton discours, la confiance se brise. Le respect est gagné lorsque ta vie entière est une preuve que tes valeurs ne se plient pas selon la convenance du moment. Le premier conseil pour construire la cohérence est de t'engager moins, mais de le faire avec tout. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de parler trop, de promettre ce qu'ils n'ont pas la discipline de soutenir. Le respect ne naît pas des grandes déclarations, mais de la capacité à tenir ses engagements au quotidien. Si tu dis que tu arriveras à l'heure, fais-le. Si tu dis que tu travailleras sur quelque chose, fais-le. Chaque petite action accomplie renforce ton caractère et projette que ta parole est fiable. Le deuxième conseil est de vivre selon des principes, pas selon des émotions. Tes valeurs doivent être le guide qui détermine tes décisions, même quand elles ne sont pas pratiques ou faciles. La femme respecte l'homme qui tient sa parole, même si cela lui coûte, car ce sacrifice reflète la grandeur. En revanche, celui qui change d'avis à chaque impulsion est perçu comme faible et peu fiable. La cohérence se construit lorsque tu choisis d'agir selon tes principes et non selon ton humeur. Le troisième conseil est d'aligner ta vie publique et privée. Il ne sert à rien de projeter une image de force dans la rue si dans ton intimité tu es esclave de vices, de peur ou de contradictions.
Le véritable respect naît lorsque la femme découvre que tu es le même dans tous les scénarios, que ton essence ne change pas en fonction de qui te regarde. Cette transparence génère de l'admiration car elle reflète l'intégrité. Et l'intégrité est à la racine de tout caractère solide. Le quatrième conseil est de corriger fermement lorsque tu échoues. Personne n'est parfait, et prétendre l'être ne fait qu'affaiblir ton authenticité. Mais la différence réside dans la façon dont tu affrontes tes erreurs. L'incohérent les justifie, les cache ou les répète. L'homme cohérent les reconnaît, les assume et les corrige. Cette capacité à affronter les conséquences de tes actes renforce ton respect, car elle démontre la maturité et la responsabilité. Le cinquième conseil est de choisir un chemin et de le tenir. La cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie direction. Tu peux ajuster, tu peux apprendre, mais tu ne peux pas faire des virages opposés chaque fois qu'une difficulté se présente. Chaque fois que tu maintiens ton cap même dans l'inconfort, tu renforces ton caractère. La femme respecte celui qui reste debout même si le vent souffle contre lui, car elle sait que cet homme ne se plie pas sous la pression et ne change pas en fonction de l'environnement. 7. Limite qui protège ta dignité. Un mur n'est pas construit pour renfermer, il est érigé pour protéger ce qui a de la valeur à l'intérieur. Sans limite, n'importe quel ennemi peut entrer, n'importe quel vent peut tout balayer, et n'importe quel étranger peut disposer de ce qui ne lui appartient pas. C'est ce qui arrive aux hommes qui n'établissent pas de barrières claires dans leur vie. Ils permettent aux autres de décider pour eux, d'utiliser leur temps, de manipuler leurs émotions et de jouer avec leur dignité. Une femme peut en profiter, mais elle ne le respectera jamais, car personne n'admire celui qui donne sans mesure ce qu'il devrait défendre. Les limites ne sont pas des murs d'arrogance, ce sont des expressions de respect de soi. Un homme qui ne sait pas dire jusqu'ici projette de l'insécurité et de la dépendance. Ce manque de fermeté le rend manipulable, quelqu'un qui préfère perdre sa valeur plutôt que de déranger quelqu'un d'autre. En revanche, lorsqu'un homme établit des lignes claires que personne ne franchit, il démontre que sa dignité n'est pas à vendre et que sa vie est ordonnée. Cette attitude impose le respect car elle reflète une force intérieure, une conviction et une clarté sur qui il est. Le premier conseil est d'identifier ce qui est non négociable dans ta vie. Cela peut être ton temps de travail, ton repos, tes valeurs, tes relations les plus importantes. Si tu ne le définis pas, n'importe qui pourra empiéter sur ce terrain. Écris ces priorités et engage-toi à les défendre. Chaque fois que tu maintiens une limite, tu renforces l'idée que ta vie n'est pas disponible pour être utilisée à la convenance des autres. Le deuxième conseil est de communiquer tes limites avec sérénité. Il ne s'agit pas de les imposer avec des cris ou de la colère, mais de les exprimer avec clarté et fermeté. Un « je ne peux pas faire ça » ou un « je n'accepte pas d'être traité de cette façon » dit calmement a plus de poids qu'une réaction incontrôlée. La femme perçoit cette sécurité dans ta façon de parler et comprend que tu n'es pas un homme facile à manipuler. La fermeté sereine est toujours plus respectée que l'agressivité vide. Le troisième conseil est de maintenir les limites avec cohérence. Il ne sert à rien de dire que tu ne tolères pas certains comportements si tu le permets encore et encore. Chaque fois que tu cèdes à ce que tu as dit que tu n'accepterais pas, ta parole perd de sa valeur. Le respect se construit lorsque tes actions confirment que ta dignité n'est pas négociable. Même si au début quelqu'un se fâche, avec le temps, il comprendra que ta constance reflète un caractère solide. Le quatrième conseil est de ne pas craindre les pertes qui viennent avec les limites. Certains hommes permettent des abus, par peur d'être seuls, de perdre une relation ou de décevoir quelqu'un. Cette attitude détruit le respect, car elle démontre la dépendance. La réalité est que les limites filtrent ce qui ne te convient pas et attirent ce qui mérite vraiment d'être dans ta vie. Une femme peut s'éloigner si elle n'accepte pas tes limites, mais celle qui reste le fait parce qu'elle comprend que tu vaux plus que ce qu'elle peut manipuler. Les limites ne sont pas des chaînes, ce sont des murs qui protègent ta dignité. Un homme qui sait les établir
ne se brise pas sous la pression et ne se rabaisse pas pour être accepté. Comme un mur solide, il reste debout parce qu'il comprend que ce qu'il garde à l'intérieur est trop précieux pour être donné à n'importe qui. Et cette valeur, cette clarté et cette fermeté sont celles qui éveillent le véritable respect pour que tu le comprennes. Tu as vécu trop longtemps en essayant de plaire, en baissant la tête pour éviter le conflit, en taisant ce que tu penses vraiment par peur de déranger. Cette attitude t'a volé quelque chose de plus précieux que n'importe quoi, ta dignité. Et tu le sais, parce que dans le silence de la nuit, quand personne ne te voit, tu sens que quelque chose en toi crie pour récupérer ce que tu as perdu. Cette vidéo n'est pas un refuge de mots doux, c'est un coup de réalité, un rappel que la véritable force ne se mesure pas en sourires faux ni en sacrifices inutiles, mais dans la capacité de te tenir debout quand le monde veut te plier. Le stoïcisme l'enseigne avec une brutalité claire. La liberté commence à l'intérieur. Tu ne peux pas respecter le monde si tu n'apprends pas à te respecter d'abord. Tu ne peux pas construire des relations saines si tu continues à vivre dans la dépendance et la justification. Récupérer la dignité, c'est regarder ta douleur en face, arrêter de supplier pour l'approbation et oser être cohérent, même si ça fait mal, même si ça dérange, même si ça te laisse seul pour un moment. Cette vidéo est un appel agressif et nécessaire. Arrête de céder là où tu ne devrais pas. Arrête de donner des explications que personne ne mérite. Arrête de cacher ta voix par peur de perdre l'acceptation des autres. Parce que la seule chose que tu perds dans ce processus, c'est toi-même. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre ne sont pas des conseils doux, ce sont des leçons stoïciennes qui, si tu oses les pratiquer, changeront la façon dont tu marches, parles et te tiens dans la vie. Ici commence le retour à ta véritable force, la dignité. 1. Lâche le besoin d'approbation. C'est comme se regarder dans un miroir embué et chercher ton visage sans pouvoir le distinguer clairement. La figure est là, mais recouverte par le brouillard de l'approbation d'autrui. Quand tu vis en cherchant que tout le monde t'accepte, ce qui se passe, c'est que le reflet cesse d'être le tien. Il devient une mosaïque d'attentes, d'opinions et de jugements d'autres qui ont peu ou rien à voir avec ce que tu es réellement. C'est le piège le plus subtil, le besoin d'approbation. Une prison invisible qui n'a pas de barreaux, mais qui enferme des millions de personnes dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux une fois pour toutes, parce que tant que tu vivras pour plaire, tu nieras ta propre dignité. Le problème de chercher l'approbation, c'est que ce n'est jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un qui n'aime pas ce que tu dis, ce que tu fais ou ce que tu penses. Et quand tu fais de leur acceptation ta nourriture, tu deviens un mendiant émotionnel, tendant la main dans l'espoir de recevoir quelques miettes de validation. Est-ce vraiment ce que tu mérites? La réponse est non. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté commence lorsque ta valeur ne dépend plus du regard d'autrui, lorsque ta boussole se concentre sur ce qui est sous ton contrôle, tes actes, tes principes, ta cohérence. Pour lâcher ce besoin, la première chose est d'identifier quand tu le cherches. Demande-toi honnêtement, est-ce que ce que je suis sur le point de faire, je le fais parce que je pense que c'est juste ou parce que j'espère des applaudissements? Si la réponse pointe vers la seconde, tu sais que tu es en train de donner ton pouvoir. La deuxième étape est de t'habituer à l'inconfort du rejet. Tu ne peux pas prétendre être libre si la peur de déplaire te paralyse. Et c'est précisément dans ce frottement inconfortable que ton caractère se forge. Commence par le simple, exprime-toi dans les conversations quotidiennes sans adoucir tes mots par peur de déranger. Apprends à maintenir ta position même si quelqu'un fronce les sourcils, parce que la cohérence pèse plus qu'un acquiescement vide. Un autre conseil pratique est de former ton esprit à la gratitude silencieuse envers toi-même. Fais une liste mentale de ce que tu as bien fait dans la journée sans attendre que les autres le reconnaissent. Célèbre tes propres progrès même si personne ne les remarque. Lorsque tu cultives cette pratique, tu construis une base solide de respect de soi qui ne vacille pas avec les critiques.
Et rappelle-toi que ce n'est pas une question de devenir arrogant ou insensible. Il s'agit de retrouver l'équilibre, de savoir que ta voix et ton jugement ont un poids qui ne dépend pas des autres. Il est également essentiel de t'entourer de personnes qui apprécient ton authenticité et non de celles qui t'applaudissent seulement lorsque tu réponds à leurs conditions. Évalue tes relations. Observe qui t'écoute quand tu parles à partir de ta vérité et qui s'éloigne quand tu ne rentres plus dans leur moule. Ces filtres sont nécessaires car la dignité fleurit dans des environnements où tu n'as pas à te déguiser. Enfin, pratique la discipline du silence. N'explique pas tout ce que tu fais en cherchant l'approbation. Ne partage pas chaque pas dans l'espoir de recevoir un bienfait. Garde certaines choses juste pour toi. Apprécie le pouvoir d'avancer sans témoin, car la reconnaissance la plus importante est celle qui naît de ta propre cohérence. 2. Posez des limites fermement. C'est comme laisser la porte de votre maison ouverte toute la nuit, n'importe qui entre, n'importe qui prend ce qu'il veut, n'importe qui emporte votre paix. C'est ce qui se passe lorsque vous ne savez pas poser de limites. Vous devenez un terrain sans frontières où les autres décident de ce qu'ils vont faire de vous. Et le plus grave n'est pas ce que les autres prennent. Le plus grave est que vous leur permettez de le faire. Car sans limite, il n'y a pas de respect, et sans respect, il n'y a pas de dignité. Voici une vérité dure. Si vous ne définissez pas jusqu'où les autres peuvent aller avec vous, personne ne le fera pour vous. Le problème est que l'on nous a appris à confondre les limites avec l'égoïsme. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que dire non est impoli, que mettre de la distance est froid, que défendre son espace est arrogant. Et vous grandissez en croyant que pour être bon, il faut toujours céder, toujours supporter, toujours accepter. Mais le stoïcisme le rend clair. La bonté sans fermeté devient une faiblesse, et la faiblesse attire seulement l'abus. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de vivre en harmonie avec les autres est de commencer par vivre en harmonie avec soi-même. Et cela signifie prendre soin de votre énergie, protéger votre temps et ne pas le donner à n'importe qui le demande. Poser des limites commence par quelque chose de basique, reconnaître votre propre valeur. Si vous ne la reconnaissez pas, personne ne le fera. Faites une liste de ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer, des commentaires blessants aux exigences qui épuisent votre énergie. Une fois que vous avez cela clair, chaque limite cesse d'être un caprice et devient une déclaration de respect. La deuxième étape est la cohérence. Car il ne suffit pas de le penser, il faut l'exprimer et le maintenir. Il ne sert à rien de dire « ne me parle pas comme ça » et d'agir le lendemain comme si de rien n'était. Chaque contradiction affaiblit votre voix et enseigne à l'autre que vos limites sont négociables. Un autre conseil pratique est d'utiliser des phrases directes, sans fioritures, sans longues excuses, qui cherchent à vous justifier. Je ne peux pas t'aider dans ça, je ne suis pas d'accord, je préfère ne pas assister. Des phrases simples qui marquent votre position sans détour. Plus vous serez simple dans votre expression, plus le message sera percutant. Et souvenez-vous, le ton est aussi important que les mots, car une limite dite avec insécurité perd sa force, mais une limite dite avec calme et fermeté devient un mur que personne ne peut traverser. Il ne s'agit pas de construire des murs contre tout le monde, mais de choisir intelligemment à qui vous ouvrez et jusqu'où. Poser des limites ne détruit pas les relations, cela les purifie. Il vous montre qui vous respecte et qui vous utilise seulement, qui vous valorise et qui profite de votre silence. Cette sélection fait mal au début, mais libère ensuite, car vous cessez de dépenser de l'énergie pour ceux qui ne méritent pas d'être dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que chaque fois que vous fixez une limite, vous ne protégez pas seulement votre dignité. Vous éduquez aussi les autres sur la façon de vous traiter. Vous enseignez aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Et si vous ne le faites pas, ils décideront pour vous. Laisser la porte ouverte, c'est inviter au désordre. La fermer fermement, c'est inviter au respect. Et c'est là la véritable force, non pas celle de plaire à tout le monde, mais celle de maintenir votre frontière, même si le monde veut la renverser. 3. Récupère ta voix.
Imagine que tu te réveilles un jour et qu'aucun son ne sort lorsque tu parles. Tu bouges les lèvres, mais ta voix n'apparaît pas. Il ne reste que le silence. C'est la sensation que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Ils vivent en parlant, mais pas avec leur voix, mais avec celle que les autres veulent entendre. Et quand tu donnes ta voix, tu donnes aussi ton essence, parce que ce que tu dis reflète ce que tu es. La perdre, c'est comme effacer ton nom de ta propre vie. Récupérer la voix ne signifie pas crier plus fort, cela signifie parler avec vérité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu penses et ce que tu dis doivent être un, car l'incohérence est la racine de la faiblesse. Quand tu tais ce que tu sais que tu devrais exprimer, tu te trahis, et chaque trahison interne réduit ta dignité. Il ne s'agit pas d'avoir une opinion sur tout, mais de clarifier ce que tu penses sur ce qui compte vraiment. Même si cela ne plaît pas, même si cela dérange, même si cela te met en minorité. La première étape est d'arrêter d'adoucir ton message par peur du rejet. Combien de fois termines-tu des phrases par un « je pense »,« peut-être »,« je ne sais pas si je me trompe », comme si tu demandais la permission d'exister. Cela tue ton autorité. Parler avec ta voix, c'est éliminer le doute inutile et dire ce que tu penses avec fermeté, sans fioriture. Ne confonds pas cela avec l'imposition, car imposer cherche à dominer, mais exprimer ta vérité cherche à être cohérent avec toi-même. La deuxième étape est de pratiquer l'inconfort, de tenir ta parole. Il y aura des moments où ce que tu dis ne correspondra pas à la majorité, et c'est là le test. Celui qui a besoin d'approbation change d'opinion selon le vent. Celui qui a sa propre voix la maintient même si la tempête souffle. Cette constance est ce qui façonne le respect. N'oublie pas que les gens ne respectent pas celui qui est toujours d'accord. Ils respectent celui qui ose être clair. Un autre conseil pratique est d'exercer ta voix dans les petites choses. Commence dans les conversations quotidiennes. Exprime ce que tu veux vraiment au lieu de ce que tu penses qu'on attend de toi. Demande ce dont tu as besoin sans le déguiser. Dis ce qui te dérange sans l'adoucir avec des excuses interminables. Chaque fois que tu le fais, ta voix revient un peu plus. Et n'oublie pas que la voix n'est pas seulement dans les mots, elle est aussi dans les actions. Si tu dis que tu valorises quelque chose, mais que tu agis contre, ta voix perd de sa force, car la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est la base du respect. Enfin, comprends que récupérer ta voix n'est pas un acte de rébellion contre les autres, c'est un acte de loyauté envers toi-même. Chaque mot ferme, chaque idée exprimée, chaque silence que tu choisis avec intention et non par peur sont des pas pour reconstruire la dignité. La voix que tu avais perdue est toujours en toi, attendant que tu arrêtes de la déguiser. Quand tu la récupéreras, tu ne parleras pas seulement différemment, tu marcheras différemment, parce que rien ne pèse plus que la clarté de quelqu'un qui ne demande plus la permission d'être entendu. 4. Respecte-toi d'abord. Il y a des gens qui se traitent eux-mêmes comme s'ils étaient un plan secondaire dans leur propre vie, comme s'il y avait toujours quelqu'un de plus important à qui prêter attention, comme si leur temps valait moins que celui des autres. C'est comme inviter tout le monde à dîner chez toi et te retrouver sans assiette pour toi. Tu sers, tu souris, tu fais plaisir, mais à la fin, tu te retrouves vide. C'est la conséquence de ne pas te respecter en premier, de toujours mettre les autres avant toi, en pensant que c'est un acte de bonté, alors qu'en réalité, c'est un acte d'abandon personnel. Le respect de soi n'est ni un luxe, ni un caprice, c'est la base de toute dignité. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas offrir de valeur si tu ne te reconnais pas comme précieux. Tu ne peux pas espérer des relations saines si tu permets toi-même d'être traité sans soin. Lorsque tu ne te respectes pas, tu envoies un message silencieux au monde. Ici, tout est permis. Et crois-moi, le monde n'hésite pas à profiter de cette permission. La première étape pour te respecter est de reconnaître tes propres limites internes. Je ne parle pas seulement de dire non aux autres, je parle de te dire non à toi-même lorsque tu te sabotes.
Ne pas accepter moins que ce que tu mérites, ne pas te permettre de justifier les mauvais traitements par des excuses, ne pas rester dans des endroits qui épuisent ta paix. Le respect de soi commence dans le miroir, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu évalues tes décisions, dans la façon dont tu choisis ce que tu tolères. Ensuite, tu dois apprendre à prioriser ton temps. Si chaque minute est consacrée aux demandes des autres, tôt ou tard, ta vie cesse d'être la tienne. Respecte-toi assez pour mettre dans ton agenda ce qui compte vraiment pour toi, même si les autres ne le comprennent pas. Consacre des heures à ta croissance, à ton repos, à ta santé, et défends-les avec la même force que tu remplirais une obligation étrangère. Cet acte n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Un autre conseil pratique est de surveiller la façon dont tu permets qu'on te parle. Si quelqu'un te traite avec mépris et que tu l'acceptes, si quelqu'un minimise tes réalisations et que tu souris comme si de rien n'était, tu montres clairement que tu n'as pas besoin de respect. Change cette dynamique avec fermeté, arrête les commentaires blessants, exprime ton inconfort, montre que tu sais combien tu vaux. Le silence prolongé face au manque de respect ne fait que perpétuer l'abus. Enfin, comprends que te respecter ne signifie pas t'éloigner du monde, cela signifie y entrer avec plus de force. Lorsque tu es le premier à te valoriser, tu obliges les autres à le faire aussi. Et s'ils ne le font pas, alors le respect de soi te donne le courage de les éloigner sans culpabilité. C'est là le véritable pouvoir, marcher droit en sachant que tu n'as pas besoin de te traîner pour que quelqu'un d'autre t'accepte. Parce qu'en te respectant d'abord, tu transformes ta vie en un territoire sacré où personne n'entre à moins d'être prêt à valoriser ce que tu es. 5. Pratique le pardon intelligent. Pardonner aveuglément, c'est comme donner les clés de ta maison à celui qui l'a déjà cambriolée une fois en espérant naïvement qu'il ne le fera pas à nouveau. Le pardon mal compris n'est pas une vertu, c'est de la naïveté. Et il est souvent confondu avec la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que le pardon n'est pas un chèque en blanc pour que les autres répètent l'offense, c'est une décision consciente de te libérer du poison de la rancune, sans oublier la leçon que la blessure a laissée. C'est le pardon intelligent, celui qui lâche le poids, mais en même temps établit des limites fermes pour que le mal ne se répète pas. Quand tu ne pardonnes pas, le ressentiment devient un hôte qui consomme ton énergie, occupe ton esprit et te vole la paix. Mais quand tu pardonnes sans discernement, tu deviens complice de l'abus, car l'autre apprend que ses actes n'ont pas de conséquences. L'équilibre est de reconnaître que pardonner n'est pas oublier ni toujours se réconcilier, c'est simplement choisir de ne pas porter le poison émotionnel, tout en gardant la distance ou les limites nécessaires pour ne pas être blessé à nouveau. Le premier conseil pratique est de séparer le pardon interne de la relation externe. Tu peux lâcher la haine en toi, mais cela ne signifie pas que tu dois à nouveau faire confiance à celui qui t'a blessé. Ta dignité exige cette clarté, car le vrai pardon n'efface pas la mémoire, il la transforme en sagesse. Demande-toi, qu'est-ce que cette blessure m'a appris? Quelles limites dois-je renforcer à partir de maintenant? Cette réflexion transforme la blessure en maître et le pardon en un outil de croissance. Le deuxième conseil est de ne pas confondre le pardon avec le déni. Il y a ceux qui disent avoir pardonné juste pour ne pas affronter la douleur, mais le ressentiment reste caché et tôt ou tard, il explose. Pratiquer le pardon intelligent exige de regarder en face ce qui s'est passé, de reconnaître la blessure, d'accepter la douleur et ensuite de la lâcher. Tu ne peux pas libérer ce que tu nies. En acceptant, ta décision de pardonner cesse d'être une excuse et devient un acte conscient de liberté. Un autre point clé est d'apprendre à te pardonner à toi-même. Souvent, tu portes plus le poids de la culpabilité de tes erreurs que les blessures que d'autres t'ont infligées. Le stoïcisme rappelle que l'erreur fait partie de la condition humaine, l'important n'est pas de sombrer dans la culpabilité, mais de corriger le cap et d'agir mieux la prochaine fois. Te pardonner ne signifie pas te justifier. Cela signifie te donner le droit de continuer à avancer sans chaînes internes. Enfin,
Rappelle-toi que le pardon intelligent est sélectif et ferme. Tout le monde ne mérite pas de revenir dans ta vie. Tout le monde ne mérite pas une deuxième chance, mais tu mérites toujours de vivre en paix. Pardonner est un acte d'amour-propre avant d'être un geste envers les autres. Tu ne le fais pas pour absoudre l'autre, tu le fais pour te libérer toi-même. Car celui qui s'accroche à la rancune reste esclave de la blessure, mais celui qui pratique le pardon intelligent devient maître de lui-même, fort, serein et digne. 6. Rompez avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme est comme poursuivre l'horizon. Tu cours, tu t'efforces, tu transpires, mais tu ne l'atteins jamais. Chaque pas que tu fais semble te rapprocher, mais à la fin, la ligne s'éloigne davantage, et tout ce que tu réussis à faire est de t'épuiser. Cette obsession de vouloir que tout soit impeccable devient une prison invisible où rien n'est suffisant. Ni ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni ce que tu accomplis. Et plus tu cherches la perfection, plus tu t'éloignes de la paix. Le stoïcisme enseigne que la vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter ce qui est sous ton pouvoir et à lâcher ce qui ne l'est pas. Le perfectionniste veut contrôler même l'incontrôlable. Il veut que chaque détail soit aligné avec une image idéale. Et quand il n'y parvient pas, il se punit sans pitié. C'est le piège. Le perfectionnisme n'est pas de la discipline. C'est de la peur déguisée, peur d'échouer, d'être jugé, de ne pas être suffisant. Et tant que tu obéis à cette peur, ta dignité sera enchaînée à l'opinion des autres. Rompre avec le perfectionnisme commence par accepter l'imperfection comme partie de la vie. Je ne parle pas de conformisme, je parle de comprendre que ce qui est précieux n'est pas de tout faire parfaitement, mais de le faire avec cohérence et constance. Une erreur ne définit pas ta valeur. Un échec n'efface pas ton effort. La question que tu dois te poser n'est pas si tu l'as fait parfaitement, mais si tu as donné le meilleur de toi-même à ce moment-là, avec les outils que tu avais. Un conseil pratique est de changer ton focus du résultat au processus. Au lieu de t'obséder à ce que tout soit impeccable, concentre-toi sur le plaisir de progresser, sur la reconnaissance des pas que tu fais. Le perfectionniste voit la tâche sur la feuille et oublie tout ce qui est écrit. Tu dois entraîner ton esprit à regarder l'ensemble, pas seulement l'échec. Cette vision plus large est celle qui te rend la sérénité. Il est également essentiel d'apprendre à t'exposer sans peur. Publie, partage, parle, même si tu sens que ce n'est pas parfait. Cette pratique brise la dépendance du jugement externe, car tu apprends que la vie continue, que les autres analysent rarement avec autant de sévérité que toi-même. Et même si quelqu'un critique, ta force réside dans le fait de ne pas t'arrêter. Enfin, rappelle-toi que la perfection est une illusion créée par la comparaison. Il y aura toujours quelqu'un de plus habile, de plus rapide ou de plus expérimenté, et si tu cherches à rivaliser avec cette image, tu seras condamné à la frustration éternelle. Le stoïcien comprend que sa seule véritable compétition est avec lui-même et qu'avancer un pas de plus aujourd'hui qu'hier est déjà une victoire. Rompre avec le perfectionnisme, c'est choisir la liberté sur l'obsession, la dignité sur la culpabilité, la vie réelle sur l'illusion de l'idéal. Parce que ta valeur ne réside pas dans l'impeccable, elle réside dans l'authentique et le fascinant. 7. Apprends à dire non. Dire oui à tout est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu verses, il se vide toujours. Quand tu vis pour plaire, tu t'épuises dans des silences gênants, dans des faveurs que tu ne veux pas faire, dans des promesses que tu n'aurais jamais dû accepter. À la fin, tu ne perds pas seulement du temps et de l'énergie, tu perds du respect, car celui qui ne sait jamais dire non finit par être vu comme quelqu'un de facile à manipuler. C'est la dure réalité. Celui qui ne se positionne jamais devient un pion sur l'échiquier des autres. Le stoïcisme rappelle que chaque décision a un coût et que ton temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Dire oui sans réfléchir, c'est donner ta vie en morceaux et aucun homme ou femme digne ne peut vivre en cédant constamment. Dire non n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est reconnaître que tu ne peux pas tout faire et que ta paix vaut plus que l'approbation de quelqu'un.
Marc Aurèle le disait clairement. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Et peu de choses épuisent autant que de porter des engagements que tu n'aurais jamais dû accepter. Le premier conseil pratique est de comprendre que ton non a plus de poids que 1000 oui faux. Quand tu dis oui sans le vouloir, ta parole perd de la valeur. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui n'inspire plus confiance. En revanche, un non ferme, dit avec respect mais avec conviction, renforce ta voix. Commence par pratiquer sur des petites choses, refuse un engagement qui ne t'apporte rien, évite de donner des excuses inutiles et observe comment ton énergie commence à se libérer. Une autre étape clé est d'éliminer la culpabilité qui vient après le non. On t'a appris que refuser, c'est blesser, mais en réalité, c'est un acte d'honnêteté. Dire non est plus juste qu'accepter à contre-cœur et ensuite échouer. Celui qui se respecte lui-même n'a pas peur de déranger avec la vérité, parce qu'il sait que sa dignité ne peut pas être basée sur le fait de toujours plaire. Un conseil supplémentaire est d'apprendre à utiliser des phrases courtes et fermes. Tu n'as pas besoin de justifier chaque refus par un long discours, car justifier trop transmet de l'insécurité. Je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Ces mots simples sont des murs lorsqu'ils sont dits clairement. Le silence après ce non fait aussi partie de la force. Ne te précipite pas à l'adoucir pour que l'autre ne se sente pas mal, car en le faisant, tu redeviens prisonnier. Enfin, rappelle-toi que chaque non que tu donnes est un oui à toi-même. Quand tu décides de ne pas assister à un endroit qui te vide, tu dis oui à ton repos. Quand tu refuses une faveur que tu ne veux pas, tu dis oui à ton énergie. Quand tu fermes la porte à quelqu'un qui abuse de ton temps, tu dis oui à ta dignité. C'est la leçon que tu ne peux pas oublier. Ta vie ne peut pas être définie par les oui que tu donnes aux autres, mais par les non fermes qui te rendent la liberté d'être cohérent avec ce que tu es. 8. Arrête de te justifier. Vivre en te justifiant, c'est comme marcher avec une pancarte autour du cou qui dit « Désolé d'exister ». Chaque mot, chaque action, chaque décision est accompagnée d'une explication inutile, comme si ton droit d'être toi-même devait être approuvé par quelqu'un d'autre. C'est un épuisement constant, une fuite invisible d'énergie qui te force à prouver tout le temps que ce que tu fais a du sens. Et le pire, c'est que plus tu expliques, moins ta voix est respectée parce que l'excès de justification est interprété comme de l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage agit à partir de la cohérence interne, pas du besoin de convaincre le monde. Tes actes doivent parler pour toi. Ta vie doit refléter tes principes, et cela suffit. Quand tu justifies chaque pas, tu donnes ton pouvoir sur un plateau, car tu mets les autres dans le rôle de juge de ton existence. As-tu vraiment besoin de permission pour vivre comme tu le crois juste? C'est la question gênante à laquelle tu dois répondre. La première étape pour rompre avec cette habitude est d'apprendre à reconnaître quand tu le fais. Écoute tes propres phrases. Je l'ai fait parce que, c'est que j'ai dû, je ne voulais pas, mais... Chaque justification inutile est une brique dans le mur qui t'enferme. Commence à éliminer ces béquilles et remplace-les par des déclarations fermes. J'ai décidé, je préfère, je choisis. Cette différence est petite en apparence, mais énorme en dignité. Il est également important de pratiquer la cohérence entre parole et action. Quand ta vie soutient ce que tu dis, tu n'as pas besoin de te justifier, parce que les faits parlent. Si tu dis que tu valorises ton temps et que tu le défends ensuite avec des limites claires, personne n'a besoin d'une explication, le respect surgit de lui-même. La justification excessive apparaît lorsque tes actes ne soutiennent pas ton discours, et c'est là que la force se perd. Un exercice pratique est de fixer une limite claire avec toi-même. Décide de ne pas donner d'explication au-delà de ce qui est nécessaire. Si tu refuses une invitation, tu n'as pas à raconter tout ton emploi du temps. Un simple « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » suffit. Si tu choisis une voie différente, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de pourquoi tu le fais. Au début, tu te sentiras mal à l'aise parce que l'habitude de te justifier est forte, mais avec la pratique, tu découvriras que personne n'a besoin de tant de détails que tu le pensais.
Arrêter de te justifier ne signifie pas être arrogant, cela signifie être libre. Cela signifie marcher la tête haute, avec la certitude que ta vie n'a pas besoin de permission ni d'excuses pour avoir du sens. Quand tu y parviendras, tu découvriras quelque chose de puissant. Les gens commencent à respecter davantage celui qui ne demande pas la permission d'exister. Et ce respect commence par toi, avec la décision ferme de ne pas expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. 9. Accepte et ressens ta douleur. Ignorer la douleur, c'est comme couvrir une blessure profonde avec un pansement. En apparence, tout va bien, mais à l'intérieur, l'infection grandit, et tôt ou tard, elle te fait tomber. Beaucoup s'efforcent de montrer leur force en cachant leur souffrance, comme si ressentir était un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, la véritable faiblesse est de prétendre que ça ne fait pas mal. La douleur ne disparaît pas parce que tu la caches. Elle se transforme en chaînes invisibles qui contrôlent ta vie depuis l'ombre. Le stoïcisme n'a jamais enseigné à nier la douleur. Au contraire, il a parlé de l'affronter avec dignité. Sénèque disait qu'aucune émotion n'est dangereuse si elle est confrontée avec raison. La douleur est inévitable. Ce qui la rend insupportable est la résistance à l'accepter. Quand tu la rejettes, tu la nourris. Quand tu la regardes en face, tu la traverses. C'est le chemin vers la liberté intérieure. Arrêter de fuir et commencer à ressentir. Accepter ta douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie la reconnaître comme faisant partie de l'expérience humaine. Chaque blessure apporte une leçon, mais seulement si tu oses l'écouter. Demande-toi, que me montre cette souffrance? Quelle partie de moi a besoin de grandir? Quelle vérité inconfortable suis-je en train d'éviter? Poser ces questions transforme la douleur en maître plutôt qu'en ennemi. Un conseil pratique est de te donner de l'espace pour ressentir sans masque. Accorde-toi des moments de silence où tu n'as pas à être fort pour quelqu'un d'autre, où tu peux pleurer, écrire, réfléchir ou simplement respirer avec ta douleur sans essayer de la maquiller. Il ne s'agit pas de rester coincé dans la tristesse, il s'agit de lui ouvrir une place pour qu'elle n'ait pas à crier depuis les ombres. La douleur ignorée se transforme en anxiété, en colère ou en vide, tandis que la douleur acceptée se transforme en clarté. Il est également essentiel de ne pas transformer la douleur en identité. Certains l'utilisent comme excuse pour se justifier ou se victimiser. Ressentir ne signifie pas s'enchaîner, cela signifie traiter pour lâcher prise. Chaque fois que tu répètes « j'ai souffert » comme un étendard, tu maintiens la blessure ouverte. L'attitude correcte est de dire « oui, ça a fait mal, mais je me suis relevé avec plus de clarté ». Ce changement de langage est un rappel que la douleur était une étape, pas ta destination. Accepter et ressentir ta douleur est une façon de retrouver ta dignité, parce que tu ne fuis pas toi-même et tu ne te caches pas derrière de faux sourires. Au contraire, tu marches de face avec des cicatrices qui racontent ton histoire, et une force que personne, n'ayant pas traversé sa propre souffrance, ne pourra comprendre. Et à ce moment-là, tu n'es plus l'esclave de la blessure, tu es le maître de ta vie. Parce que tu as appris que ressentir ne te rend pas faible, ça te rend humain, et l'accepter te rend fort. Les gens ne t'appartiennent pas. Personne n'est obligé de rester avec toi pour toujours. Personne n'a la responsabilité de te soutenir dans tes moments de rupture. C'est la dure réalité que beaucoup évitent d'accepter. Mais tant que tu résisteras, tu continueras à souffrir. L'erreur n'est pas que les autres changent, s'éloignent ou décident de se prioriser. L'erreur est que tu croyais qu'ils devaient être inconditionnels. Et ça, même si ça fait mal, n'a jamais été vrai. La souffrance naît lorsque tu remets ta paix entre des mains étrangères, lorsque tu construis ta stabilité sur l'idée que quelqu'un d'autre doit être ton soutien. Et alors, lorsque ces mains se lâchent, lorsque ces présences s'évanouissent, tu t'effondres comme si on t'avait trahi, alors qu'en réalité ils ont juste suivi le cours naturel de la vie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'humanité. C'est pourquoi cette vidéo n'est ni un réconfort, ni un discours doux. C'est un appel à l'éveil, à cesser de croire que ta force dépend de la permanence des autres.
Si tu attends que quelqu'un te valide, te soutienne ou te fasse te sentir complet, tu cèdes ton pouvoir. La leçon stoïcienne est claire. Tu es vraiment libre seulement lorsque tu construis ta paix, ta force et ta valeur en toi-même. Je veux que tu écoutes ceci sérieusement, car ce n'est pas une théorie, c'est de la survie émotionnelle. La seule loyauté qui ne t'abandonnera jamais est celle que tu formes avec toi-même. Tout le reste est transitoire, tout le reste est emprunté. Si tu veux arrêter de te briser chaque fois que quelqu'un part, tu as besoin d'ancrer ta vie en toi. Reste jusqu'à la fin, car ici, il ne s'agit pas de belles paroles. Il s'agit d'affronter la vérité qu'ils ont évité de te dire. Dépendre des autres est le chemin le plus sûr vers la défaite, et construire l'autosuffisance est la seule façon de gagner. 1. Accepte que personne ne vous doit de permanence. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre vos mains, vous la serrez fort, vous avez confiance qu'en le faisant, elle restera avec vous. Mais peu à peu, les gouttes s'échappent jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste que du vide. C'est ainsi que fonctionne la permanence des personnes. Aussi fort que vous voulez croire que quelqu'un sera avec vous pour toujours, la vérité est que personne ne vous doit de permanence. Et plus vous vous accrochez à cette illusion, plus grande sera votre souffrance. La première étape pour vous libérer est d'accepter cette réalité avec sérieux et fermeté, car la nier, c'est vous condamner à répéter la même douleur encore et encore. Accepter que personne ne vous doit de permanence ne signifie pas devenir froid ou méfiant, cela signifie comprendre que la vie est en mouvement constant et que les personnes le sont aussi. Aujourd'hui, quelqu'un peut marcher à vos côtés, mais demain, son chemin peut prendre une autre direction, pas nécessairement par trahison, mais parce que son histoire, ses priorités et ses batailles ont changé. L'erreur est de croire que cette personne devait rester quoi qu'il arrive, comme si elle vous devait une éternité. Et quand cette attente se heurte à la réalité, ce qui se brise n'est pas la relation, mais votre paix. Pour éviter de tomber dans ce cycle, vous devez apprendre à lâcher l'idée de permanence obligatoire. Commencez par changer votre langage interne. Arrêtez de vous dire que quelqu'un doit toujours être avec vous. Changez-le pour la gratitude que quelqu'un était avec vous tant qu'il le voulait ou le pouvait. Ce changement de perspective vous donnera la liberté. Rappelez-vous que chaque lien est un cadeau temporaire, et quand vous le verrez de cette façon, vous arrêterez d'exiger et commencerez à apprécier davantage ce que vous avez dans le présent. Un autre conseil est de construire une base solide en vous-même. Si votre stabilité dépend de quelqu'un qui ne part pas, vous êtes lié à une condamnation constante. Commencez à cultiver vos propres espaces. Investissez du temps dans votre croissance, dans votre discipline et dans vos projets personnels. Découvrez des activités que vous appréciez en solitude, car plus vous serez fort avec vous-même, moins vous serez vulnérable aux mouvements inévitables des autres. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas ne pas avoir besoin de personne, cela signifie ne pas s'effondrer quand quelqu'un part. Vous devez également éviter d'idéaliser les gens. Lorsque vous mettez quelqu'un sur un piédestal et en faites la base de votre bonheur, ce que vous faites, c'est lui donner un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Rappelez-vous que les autres sont des êtres humains, fragiles, changeants, tout comme vous. N'attendez pas la perfection, n'attendez pas l'éternité. Attendez l'humanité. En vous rappelant cela, vos attentes seront plus réalistes et votre douleur sera moindre lorsque viendra le moment du départ. Enfin, pratiquez le détachement conscient. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est accepter la présence sans s'accrocher et accepter l'absence sans vous détruire. Une façon pratique de le faire est de former votre esprit à remercier plutôt qu'à réclamer. Lorsque vous pensez à quelqu'un qui est parti, au lieu de dire « il m'a fait défaut », dites-vous « il a partagé une partie de sa vie avec moi et maintenant il suit son chemin ». Ce changement d'interprétation transforme votre douleur en maturité. Accepter que personne ne vous doit de permanence est une leçon difficile, mais nécessaire. Chaque fois que quelqu'un part, ne le voyez pas comme une punition. Voyez-le comme un rappel que votre paix ne peut pas dépendre de l'extérieur. Faites de cette vérité votre bouclier.
Et vous verrez comment peu à peu, vous arrêtez de vous briser pour ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. Parce que la liberté commence lorsque vous comprenez que la seule permanence assurée est celle que vous construisez avec vous-même. 2. Construis une relation inébranlable avec toi-même. Vivre en dépendant des autres pour te sentir complet est comme habiter dans une maison faite de verre. N'importe quelle pierre lancée de l'extérieur peut la faire s'effondrer et te laisser exposé. Cette fragilité est la conséquence de ne pas avoir une relation solide avec toi-même, de ne pas être ton propre refuge. Si tu ne construis pas ce lien, tu seras toujours à la merci de ce que les autres font, disent ou cessent de faire. La vie est trop incertaine pour permettre que ta paix dépende de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu as besoin de construire une connexion si forte avec toi-même qu'aucun abandon ou rejet ne parvienne à te briser. L'erreur courante est de chercher à l'extérieur ce que nous n'avons jamais cultivé à l'intérieur. Nous demandons de l'attention parce que nous ne savons pas nous en donner. Nous exigeons de l'amour parce que nous n'avons pas appris à nous aimer. Nous attendons de la compagnie parce que nous ne supportons pas le silence d'être avec nous-mêmes. Cette dynamique devient une chaîne qui te lie à la dépendance émotionnelle. Si quelqu'un s'éloigne, ton monde s'effondre parce que tu n'as jamais appris à te soutenir seul. Et le plus dangereux, c'est que cette dépendance transforme ton besoin en faiblesse visible, et il y a des gens qui en profitent. La seule façon de te libérer est d'apprendre à être ta propre compagnie. Construire une relation inébranlable avec toi-même ne se fait pas avec des phrases vides d'estime de soi, mais avec des actions constantes. Commence par te consacrer du temps réel, pas les restes de ton emploi du temps. Apprends à apprécier les activités en solitude, que ce soit lire, marcher, écrire ou s'entraîner, et observe comment peu à peu l'inconfort initial se transforme en calme. Cet espace n'est pas vide, c'est la preuve que tu peux être avec toi sans dépendre de personne d'autre. Un autre conseil pratique est d'apprendre à valider tes propres réussites. Arrête d'attendre des félicitations externes pour sentir que tu progresses. Chaque fois que tu atteins un objectif, même petit, reconnais ton effort. Écris-le, célèbre-le en silence, mais ne l'ignore pas. Cette habitude t'entraîne à ne pas avoir besoin d'applaudissements des autres pour te sentir valorisé. Quand tu apprendras à être témoin de ta propre croissance, tu arrêteras de vivre comme un mendiant émotionnel qui supplie pour la reconnaissance. La discipline est également clé dans cette construction. Tenir les promesses que tu te fais à toi-même renforce ta confiance interne. Si tu dis que tu vas t'entraîner, fais-le. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Chaque fois que tu tiens ta promesse, ton esprit comprend qu'il peut avoir confiance en toi. Et cette confiance est le pilier de la relation avec toi-même. Au contraire, chaque fois que tu te trahis, tu nourris l'insécurité et renforces la dépendance de chercher à l'extérieur ce que tu ne construis pas à l'intérieur. N'oublie pas le dialogue interne. Ce que tu te dis chaque jour crée la qualité de cette relation. Si ton esprit est rempli de critiques et de mépris envers toi-même, tu ne te sentiras jamais en paix en solitude. Changer ce discours n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de justice envers toi-même. Parle-toi avec fermeté, reconnais tes erreurs, mais reconnais aussi tes vertus. Un ennemi interne est plus destructeur que 100 ennemis externes. C'est pourquoi tu as besoin de devenir ton allié le plus fort. Au final, une relation inébranlable avec toi-même signifie que tu es capable d'être seul sans te sentir seul, que tu peux avoir confiance en ton jugement même si personne ne te soutient, que tu sais te relever même si tout le monde te tourne le dos. Cela signifie que ta force ne dépend pas de la présence des autres, mais du fait que tu ne t'abandonnes jamais. Parce que si tu parviens à établir cette connexion, le monde peut changer, les gens peuvent partir, mais tu auras toujours quelqu'un en qui avoir confiance, toi-même. Et c'est le type de loyauté qui ne se brise jamais. 3. Libère-toi des attentes irréalistes. Marcher avec des attentes irréalistes est comme porter un sac à dos plein de pierres que tu as toi-même placées à l'intérieur. Chaque fois que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espérais, une autre pierre tombe sur ton dos.
Et le pire, c'est que ce n'est pas cette personne qui l'a mise, c'est toi en imaginant qu'elle devait se comporter d'une certaine manière. Le poids ne vient pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce que tu as inventé qu'ils devaient faire. C'est ainsi que fonctionne le piège des attentes, une douleur silencieuse que tu fabriques toi-même et qui t'enchaîne à une frustration constante. La vérité est simple, mais dure. Personne n'est sur cette terre pour répondre à tes attentes. Chaque personne agit selon son histoire, ses blessures, ses priorités et sa façon de voir la vie. Prétendre que les autres réagissent comme tu le ferais est une recette sûre pour la déception. Il ne s'agit pas que les gens soient cruels, il s'agit qu'ils vivent dans une réalité différente de la tienne. Et plus vite tu comprendras cela, moins tu souffriras. Le premier conseil pour te libérer de ces attentes est de t'entraîner à observer. Au lieu de supposer comment quelqu'un devrait agir, observe comment il agit réellement. Prends ses actions comme des faits, pas comme des promesses. Cette pratique t'éloigne de l'illusion et te rapproche de la vérité. Quand tu apprends à voir les gens tels qu'ils sont, pas comme tu veux qu'ils soient, tu arrêtes de te remplir de frustration. Une autre étape fondamentale est d'ajuster ton langage interne. Chaque fois que tu penses « il devrait être là pour moi », remplace-le par « il peut être là pour moi s'il le veut ou s'il le peut ». Ce simple changement transforme une obligation imaginaire en une possibilité réelle. Il te libère du ressentiment et t'apprend à apprécier ce que tu reçois au lieu de réclamer ce que tu as inventé. Il est également essentiel de lâcher l'idée de réciprocité automatique. Croire que, parce que tu as donné quelque chose, l'autre personne doit te le rendre de la même manière, c'est te condamner à la déception. La vie ne fonctionne pas comme un échange juste de faveurs. Donne ce que tu veux donner, mais fais-le parce que ça vient de toi, pas parce que tu attends un retour garanti. Quand tu donnes sans attache, tu ne te sens pas floué si tu ne reçois pas la même chose. La pratique du détachement t'aidera à mettre tout en perspective. Si quelqu'un te déçoit, au lieu de dire « il m'a trahi », comprends qu'il a simplement agi selon sa nature et ses décisions. Cela ne signifie pas le justifier, cela signifie ne pas porter une douleur supplémentaire qui ne te concerne pas. Tu décides si tu transformes l'action de quelqu'un en une blessure éternelle ou en une leçon de maturité. Un exercice utile est de toujours te demander « est-ce que ce que j'attends dépend de moi ou de quelqu'un d'autre ?» Si cela dépend de toi, fais-le. Si cela dépend de quelqu'un d'autre, laisse tomber. Cette question répétée t'épargne des années de frustration, car elle te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Non pas en contrôlant la volonté des autres, mais en dirigeant ta propre conduite. Te libérer des attentes irréalistes ne te rend pas indifférent, cela te rend réaliste. Il t'apprend à te lier à partir de la clarté, pas de la fantaisie. Et même si au début, il est douloureux de lâcher cette illusion de contrôle, tu découvriras ensuite que ton cœur se sent plus léger, ton esprit plus libre et tes relations plus sincères. Parce que personne ne peut te donner la paix si ton sac à dos est plein de pierres que tu as toi-même mises, et personne ne peut te l'enlever plus que toi. La véritable liberté arrive quand tu arrêtes d'exiger que les autres respectent des scénarios qu'ils n'ont jamais signés, et que tu commences à vivre avec gratitude pour ce qu'ils offrent réellement. 4. Fais du changement ton allié. Le changement ressemble à une tempête qui éclate sans demander la permission. Tu peux la maudire, courir te cacher ou rester paralysé en attendant qu'elle passe. Mais la vérité est que tôt ou tard, la pluie tombera et le vent balayera tout ce qui n'était pas solide. C'est la nature de la vie, rien ne reste intact. Les personnes, les lieux, les émotions et les circonstances se transforment avec ou sans ton consentement. Résister, c'est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains, c'est épuisant et inutile. Comprendre cette vérité est ce qui différencie ceux qui se brisent de ceux qui grandissent, car tandis que certains s'accrochent au passé, d'autres utilisent le changement comme moteur d'évolution. La plupart souffrent parce qu'ils interprètent chaque transformation comme une perte. Ils pensent que si quelqu'un change de direction, c'est un abandon, que si une étape se termine, c'est une catastrophe, que s'ils ne ressentent plus la même chose, c'est une trahison de leur identité.
Cette vision transforme l'inévitable en punition. Mais le changement ne vient pas pour te détruire. Il vient pour te montrer que rien n'est fixe et que la seule façon de survivre est d'apprendre à bouger avec lui. Quand tu l'acceptes comme un allié, chaque fin devient un début et chaque perte une opportunité de te renforcer. Le premier conseil pour faire du changement un allié est d'accepter que tu ne le contrôles pas. La vie ne s'ajuste pas à ton scénario personnel. Les personnes que tu as juré d'avoir toujours à tes côtés s'éloignent. Les emplois sûrs se terminent. Les émotions qui semblaient éternelles se transforment. Au lieu de lutter contre cette réalité, commence à entraîner ton esprit avec la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Remplacer la résistance par la curiosité te transforme en un explorateur de la vie, plutôt qu'en une victime de ses revirements. Un autre conseil pratique est d'anticiper mentalement le changement. Non pas par paranoïa, mais par préparation. Les stoïciens parlaient de la premeditatio malorum, imaginer sereinement que ce que tu aimes peut changer ou se perdre. Lorsque tu entraînes ton esprit à cette pratique, l'impact émotionnel est réduit et la transition est moins douloureuse. Te préparer n'évite pas le changement, mais évite qu'il te fasse s'effondrer. Il est également vital de développer une flexibilité interne. La rigidité est l'ennemi de la résilience. Si tout dans ta vie dépend du fait que les choses restent les mêmes, tu vis dans une illusion fragile. Commence par de petites habitudes, teste de nouvelles routines, accepte des conversations qui te mettent mal à l'aise, sors de ton cercle répétitif. Cette pratique quotidienne entraîne ta capacité d'adaptation et lorsque survient un grand changement, ton esprit ne le voit pas comme une menace, mais comme un processus naturel. Un autre point clé est d'identifier les opportunités au sein de chaque transition. Lorsqu'une personne s'en va, ne te concentre pas uniquement sur le vide. Regarde aussi l'espace que tu as maintenant pour grandir. Lorsqu'un plan se brise, cherche les portes qui se sont ouvertes en n'étant pas liées à un seul. Cette mentalité transforme la perte en expansion. Le changement ne laisse jamais tout vide. Il laisse toujours une graine que tu peux exploiter si tu as le courage de la voir. Enfin, rappelle-toi que le changement t'appartient aussi. Tu n'es pas seulement la victime de transformations externes, tu es toi-même un agent de changement. Chaque décision que tu prends, chaque habitude que tu adoptes ou abandonnes, est une façon de réécrire ton chemin. Si tu crains le changement externe, mais que tu ne changes jamais toi-même, tu deviens ton pire obstacle. Ose transformer ce qui est entre tes mains, car c'est la meilleure façon d'entraîner ta relation avec l'inévitable. Lorsque tu fais du changement ton allié, tu cesses de vivre dans la peur de perdre et tu commences à vivre avec confiance en ta capacité à t'adapter. 5. Choisis des relations qui t'élèvent, pas celles qui t'épuisent. Être à côté de quelqu'un qui n'apporte rien est comme marcher avec les pieds attachés à un sac de sable. Tu avances, mais chaque pas pèse plus qu'il ne le devrait. Parfois, tu ne t'en rends pas compte au début, parce que tu confonds habitude avec loyauté, affection avec dépendance, compagnie avec véritable soutien. Cependant, il suffit d'observer ton état après avoir été avec certaines personnes pour remarquer la vérité. Il y a ceux qui te chargent d'énergie et il y a ceux qui te la retirent petit à petit. La différence entre continuer à grandir ou rester coincé réside dans le choix de qui tu partages ton chemin. La réalité est dure, toutes les relations ne sont pas un refuge, certaines sont des tempêtes déguisées en compagnie. Il y a des personnes qui ont toujours une plainte prête, qui transforment chaque conversation en un puits de négativité ou qui s'approchent de toi seulement quand elles ont besoin de quelque chose. Si tu t'entoures d'elles pendant trop longtemps, tu finis par croire que la vie est aussi grise que leur vision. Et le pire, c'est que, en t'y habituant, tu confonds l'épuisement avec la normalité. Le premier conseil est d'apprendre à écouter ton corps et ton esprit. Après avoir partagé avec quelqu'un, demande-toi « Me sens-je en paix ou épuisé ?» Cette simple évaluation révèle plus que tu ne le penses. Si chaque rencontre se termine par de la fatigue, de la confusion ou de la culpabilité, ce n'est pas une relation qui t'élève.
Une relation saine te pousse à être meilleur. Elle ne te fait pas sentir que tu portes le poids du monde. Un autre point clé est de reconnaître les schémas. Si tu remarques que c'est toujours toi qui écoutes, aide ou te donne du mal et que tu ne reçois jamais la même chose en retour, tu es dans une relation à sens unique. L'équilibre ne signifie pas que les deux donnent la même chose tout le temps. Cela signifie qu'il y a une réciprocité et un véritable soin. Lorsqu'un seul donne et que l'autre consomme, une dynamique d'épuisement se crée qui, tôt ou tard, brise ta stabilité. Pour éviter les relations qui épuisent, établis des limites claires. Les limites ne sont pas des murs de froideur, ce sont des rappels que ton énergie est précieuse et ne peut être gaspillée dans des dynamiques toxiques. Apprends à dire non sans culpabilité, à te retirer lorsque la conversation devient du poison, à mettre de la distance lorsque quelqu'un transgresse ta paix. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit de protéger ce que tu construis en toi. Un conseil pratique est de t'entourer de personnes qui incarnent ce que tu veux cultiver. Si tu cherches la discipline, entoure-toi de personnes disciplinées. Si tu veux la sérénité, partage avec ceux qui transmettent la tranquillité. Si tu veux grandir, cherche ceux qui défient tes limites de manière positive. Ce que tu consommes des autres influence autant que ce que tu manges ou ce que tu lis. Choisir consciemment ton cercle est un investissement dans ton futur. Tu dois aussi travailler sur ta propre énergie parce que tu attires ce que tu es. Si tu as une mentalité négative ou dépendante, tu permets probablement des relations qui reflètent ce même schéma. Change ton intérieur et ton extérieur s'ajustera. Sois la personne qui élève, pas celle qui épuise, et tu verras comment ton environnement commence à se transformer. Au final, choisir des relations qui t'élèvent est une décision de respect de soi. Il ne s'agit pas de vivre seul ou de couper avec tout le monde, il s'agit de comprendre que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des connexions qui te laissent vide. Lorsque tu réussis à t'entourer de personnes qui t'inspirent, tu découvriras que progresser dans la vie ne doit pas se sentir comme porter un sac de sable, mais comme avoir le vent en poupe. Parce que grandir ne signifie pas être accompagné de n'importe qui. Cela signifie être accompagné de ceux qui t'aident vraiment à voler. 6. Arrête de chercher une validation externe. Chercher la validation des autres est comme courir après ton ombre. Tu peux avancer, accélérer, même t'épuiser, mais tu ne réussiras jamais à l'attraper parce qu'elle n'est pas faite pour te soutenir. C'est ainsi que fonctionne l'approbation externe, un reflet qui semble donner un sens à ton effort, mais qui disparaît dès que la lumière change. Et plus tu en dépends, plus tu te sens vide quand elle n'arrive pas, parce qu'au fond, tu n'as rien construit en toi. La plupart des gens sont pris dans ce piège. Ils publient, agissent, parlent et décident dans l'intention de recevoir un j'aime, une félicitation ou un geste de reconnaissance. Ils pensent que leur valeur dépend de combien ils sont validés, comme s'il existait un tribunal invisible évaluant chaque mouvement. Le problème est que ce tribunal n'est jamais juste, parce que les gens applaudissent ou critiquent en fonction de leurs propres intérêts, pas de ta vérité. Si ta vie dépend de ces applaudissements, tu seras condamné à être une marionnette des attentes des autres. La première étape pour te libérer de cette dépendance est de reconnaître combien de tes décisions naissent du besoin d'approbation. Demande-toi sincèrement, est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ou parce que je veux être accepté? Cette question, répétée sans excuse, révèle combien de toi est contrôlé par le regard des autres. Une fois que tu l'as découvert, tu as l'opportunité de récupérer ton pouvoir. Un autre conseil fondamental est d'apprendre à valider tes réussites. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu as bien fait pour te sentir fier. Célèbre en privé, reconnais l'effort, écris ce que tu as accompli et considère-le comme une victoire personnelle. L'autosuffisance ne se construit pas avec des applaudissements, elle se construit avec la conviction que ce que tu fais a de la valeur, même si personne ne le voit. Cette pratique renforce ta confiance et réduit ton besoin de chercher le regard des autres. Il est également essentiel d'accepter l'inconfort de décevoir. La validation externe se nourrit de la peur que les autres n'approuvent pas ce que tu fais.
C'est pourquoi tu dois entraîner ton esprit à supporter la désapprobation sans t'effondrer. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il l'assume. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Lorsque tu acceptes que tu ne vas pas plaire à tout le monde, ta vie devient plus authentique et plus libre. Un exercice utile est de limiter ton exposition à des environnements où la validation est mesurée superficiellement. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un terrain fertile pour l'auto-tromperie. Tu peux les utiliser, mais ne laisse pas le nombre d'interactions définir ta valeur. Si tu remarques que tu dépends trop de ces chiffres, déconnecte-toi pendant un moment, recentre-toi sur ton monde réel et rappelle-toi que ta vie ne se mesure pas en métriques numériques. Une autre pratique puissante est de devenir ton propre critique et ton propre maître. Évalue tes erreurs avec objectivité, corrige-les, apprends et avance. Lorsque tu fais confiance à ta capacité d'auto-évaluation, tu arrêtes d'attendre des jugements externes pour te sentir dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que tu te fermes au retour. Cela signifie que tu n'es pas esclave de ceci. Au final, arrêter de chercher une validation externe est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de qui t'applaudit ou de qui t'ignore. Cela signifie que tu peux marcher la tête haute même quand il n'y a pas de public, que tu peux construire ta vie sur des fondations internes plutôt que sur des miroirs fragiles. Et le plus important, cela signifie que tu deviens le maître de ta voix, de tes décisions et de ton destin. Parce que la validation la plus puissante n'est pas celle qui vient de l'extérieur, c'est celle qui naît lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu sais que tu ne t'es pas trahi toi-même. 7. Prends la responsabilité de ta paix. Vivre en blâmant les autres pour ton agitation est comme laisser les clés de ta maison entre les mains de n'importe qui et te plaindre ensuite quand ils entrent et font du désordre. C'est ainsi que ça fonctionne lorsque tu permets que ta paix dépende de ce que quelqu'un dit, fait ou pense. Si chaque mot étranger, chaque geste, chaque absence a le pouvoir de te briser, alors tu n'as pas la paix. Tu as seulement une illusion fragile soutenue par les circonstances. La responsabilité de ton calme n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été en toi. La vérité est inconfortable. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Cependant, la plupart des gens sont convaincus que le chaos vient des autres. Ils blâment leurs partenaires pour leurs insécurités, leurs patrons pour leur stress, leur famille pour leur frustration. Et bien que l'environnement ait une influence, ce qui définit ta stabilité est la façon dont tu décides de réagir. C'est la partie que beaucoup ne veulent pas accepter, car prendre en charge sa propre paix signifie arrêter de trouver des excuses et commencer à regarder à l'intérieur. Le premier conseil pour assumer cette responsabilité est d'apprendre à observer tes réactions. Chaque fois que tu ressens de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété, arrête-toi et demande-toi « Quelle part de cela dépend de moi ?» Cette question brise l'automatisme de blâmer et te redonne le contrôle. Tu ne peux peut-être pas empêcher quelqu'un de critiquer, mais tu peux décider combien de sa critique tu permets d'entrer. Tu ne peux peut-être pas changer une situation externe, mais tu peux choisir l'interprétation que tu lui donnes. Cette différence est ce qui sépare celui qui coule de celui qui reste ferme. Une autre étape essentielle est de construire des habitudes qui protègent ton calme. Il ne suffit pas d'attendre la paix au milieu du chaos, tu dois la cultiver activement. Consacre des moments de la journée à la méditation, à la lecture ou à l'exercice, car ces pratiques entraînent ton esprit à résister à la tempête. La paix n'apparaît pas de nulle part, elle s'entraîne comme un muscle. Et plus tu la pratiques au quotidien, plus il sera difficile pour quelqu'un de la briser en un instant. Il est également important d'apprendre à poser des limites claires. Souvent, tu perds la paix non pas parce que quelqu'un te la prend, mais parce que tu permets qu'il envahisse ton espace. Dire non, te retirer d'une conversation toxique, rompre avec des dynamiques qui finissent toujours en conflit, sont des décisions qui protègent ta stabilité. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler l'espace que tu leur accordes dans ta vie.
Un conseil pratique est d'écrire un inventaire de ce qui vole ta tranquillité. Fais une liste de personnes, d'habitudes ou de situations qui finissent toujours par épuiser ton énergie. Une fois identifiées, établis des stratégies pour réduire leur impact. Si une personne génère toujours du chaos, limite le contact. Si une habitude comme l'excès de réseaux sociaux te remplit d'anxiété, régule le temps que tu leur consacres. Ce type d'action convertit la théorie en pratique réelle. Rappelle-toi aussi que la paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter sans te détruire. La vie ne sera jamais un terrain plat, il y aura toujours des hauts et des bas, mais si ta force dépend de la perfection de tout, tu n'auras jamais de stabilité. Prends la responsabilité de ta paix en entraînant ton esprit à rester serein, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. C'est la véritable force, celle qui n'a pas besoin de conditions externes pour exister. En fin de compte, prendre la responsabilité de ta paix est un acte de maturité et de liberté. C'est comprendre que personne d'autre ne peut te donner la tranquillité si tu ne décides pas de la cultiver toi-même. Cela signifie arrêter de vivre en victime de ce qui se passe et commencer à vivre en maître de ton intérieur.